Bienvenue dans cette séance hybride qui est hébergée donc à la fois en ligne par la médiathèque Françoise Sagan à Paris, que nous remercions de son accueil. Merci aussi à David, Marcella, Mathilde pour toute l'installation qui visiblement a été comment dire, épique, mais efficace. Voilà, donc aujourd'hui nous allons consacrer notre séance avec donc, de communication. Et sans plus attendre, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Glinouer, que je vais brièvement présenter. Vous êtes professeur à l'Université de Sherbrooke au Canada. Vos champs de recherche concernent les écoles littéraires, les styles, les collectifs littéraires, la sociologie de la littérature, les questions de légitimation, également l'histoire de l'édition, les dynamiques du monde du livre et les interactions entre la littérature et le monde social. Vous conduisez un projet sur les archives éditoriales, entre autres, et pour égrener quelques publications récentes, je signale une édition donc, de Victor Serge, Littérature et Révolution en 2020, une anthologie sur le littéraire et le social en 2019, et un ouvrage sur la Bohème, une figure de l'imaginaire social en 2018. Et aujourd'hui, le titre de votre intervention est « Les usages politiques des classiques littéraires ». Voilà. Merci à tous les organisateurs, organisatrices. Merci aux personnes présentes en salle et à distance. Alors, je vais vous parler d'un sujet dont je n'ai pour ainsi dire jamais parlé. Je pense que c'est ma première intervention publique sur cette question-là. Je travaille depuis quelques mois sur la question donc des classiques et de ce que l'on peut entendre par ce terme et de ce que des usages à la fois du concept, mais aussi de cette catégorie qui se retrouve dans toutes sortes de cadres. Je vais procéder en 3 points, en trois phases. D'abord, essayer de comprendre et d'expliquer ce que j'entends par ce terme et un certain nombre de considérations d'ordre, je dirais, sociologique sur le concept même de classique. Et puis, comme le titre de mon exposé l'indique, je vais me déplacer vers un secteur de mon travail sur cette question-là, qui est où sont les instrumentalisations ou les usages à la fois politiques et idéologiques. J'ai simplement fait une distinction ici qui vaut ce qu'elle vaut entre politique et idéologique. Politique étant considéré comme ce qui a été mené par des États, et je vous en donnerai quelques exemples, et idéologique, ce dont, eu égard à des rencontres ou des confrontations d'idées qui n'ont pas nécessairement donné lieu à des modifications institutionnelles. Je procédais en 3 temps. J'irai vite sur la première. Vous m'excuserez, je renvoie dès maintenant, comme ça je ne dois pas le faire un peu plus tard, à 3 travaux ou 3 ensembles de travaux importants. Donc je cite 3 noms. Celui d'Alain Viala d'abord, qui a écrit un article fondamental intitulé « Qu'est-ce qu'un classique ?», qui a pas mal repris et repensé le phénomène à la base. Cécile Rabot, ensuite, qui a dirigé un autre numéro, je pense, de la même revue Littérature classique, beaucoup plus récemment, et qui a fait un article tout à fait excellent et important, où elle détaille les différents critères, et là on va jusqu'à 50, les différents critères à partir desquels on peut considérer qu'une œuvre ou quelque chose devient classique. Et puis la présente Mathilde Labbé, dont j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, notamment les travaux sur les enquêtes sur les écrivains. Je vous renvoie à ces 3 auteurs-là. Alors, d'abord, le terme de classique est un terme qu'il faudrait finalement, si possible, éviter. C'est un terme qui pose beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout. Je vais aller très vite là-dessus parce que les 2 des 3 auteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, les 3 chercheurs ont fait ça très bien, mais très rapidement, les acceptions principales du terme de classique, c'est ce qui renvoie à l'Antiquité dite classique, autrement dit gréco-romaine, ce qui est évidemment un secteur particulier de cette Antiquité, mais en français, c'est une des premières exceptions. Deuxième exception, le classique comme ce qui s'enseigne dans les classes. Cette exception a eu tendance à disparaître au fur et à mesure, mais elle est fondamentale au départ. Le classique est d'abord ce qui est transmis en tant que tel.
Et puis, la troisième acception, qui est certainement la plus complexe et la plus délicate, c'est-à-dire tout ce qui relève de ce qui mérite ou mériterait de devenir classique. Hein, ce qui est donc conforme à un certain nombre de propriétés formelles, de qualités esthétiques que l'on envisage, le on étant bien sûr à interroger, que l'on envisage comme pouvant être attribuées à cette antiquité, et sinon à l'antiquité classique, au moins à une autre période classique. On verra qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent devenir classiques. Ce ne sont pas seulement des auteurs, ce ne sont pas seulement des œuvres. Il peut y avoir des périodes qui deviennent classiques, des personnages, des situations, des lieux. Finalement, sans aller plus loin à ce sujet, on peut voir que c'est un thème qui n'est pas stabilisé, qui n'a en fait jamais été, qui n'a jamais cessé d'évoluer. On voit aussi que le terme même, c'est un phénomène qu'on a déjà pu retrouver dans la langue française, de classique à la fois comme substantif et comme adjectif, complique considérablement la conception du truc. On voit qu'en anglais, par exemple, on a une distinction entre classique et classical qu'on n'a pas en français. Et donc, c'est un de ces termes français qui recouvre toutes sortes de choses. Il recouvre tellement de sortes de choses qu'on a fini par ne plus vraiment percevoir ce qu'il pouvait poser comme difficulté. Finalement, ce qui est classique est ce qui, au bout d'un certain processus, le devient. Et toute mon approche de ce phénomène-là, c'est de comprendre comment est-ce que ce processus se produit et ce qu'il implique. Dernier élément de présentation à cet égard-là, il y a un autre terme que, en particulier dans le monde anglophone, on substitue à celui de classique ou qu'on utilise plutôt, ce n'est pas vraiment une substitution, c'est celui de canon en anglais. Et alors, dans le monde anglophone, l'ensemble de ces discussions, je vais reprendre ces questions-là plus tard, ne sont pas du tout passées autour de la question des classiques, sont complètement passées autour de la question du canon. Mais c'est les mêmes problèmes qui se posent. C'est essentiellement des questions de transmission d'un certain corpus considéré comme canonique, le terme français est beaucoup plus connotant, et qui entre donc dans un canon de cours que l'on va donner. Évidemment, le cas français, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, est particulier, pas la langue française, mais le pays français, le pays de la France, parce que l'enseignement étant extraordinairement centralisé, les décisions prises ont des impacts et des effets à différents niveaux. Donc, classique et canon. Bon. Voilà, donc j'insiste un petit peu maintenant sur la question de ces processus, et je vais essayer de poser par 3-4 questions, simplement, essayer de comprendre, d'expliquer par où je prends le problème. Première question, jusqu'où est-on un classique? Ce n'est pas évident. Les classiques nationaux sont ceux que l'on identifie le plus aisément, mais toutes sortes de communautés ont tendance, si je puis dire, à élire ou à sélectionner, à se donner des classiques. Donc des communautés qui peuvent être infranationales, des communautés de genre, des communautés ethniques, des communautés politiques. Ça peut être un classique, peut devenir un classique également transnational, au niveau de la francophonie, par exemple, ou atteindre le statut de ce que l'on appelle de classique mondial. Hein, je ne donne pas beaucoup d'exemples, mais vous les imaginez sans peine, en commençant par Homère ou par Gilgamesh. Donc, il y a des classiques de différentes, correspondant à différentes communautés, et par ailleurs, les transferts entre ces communautés ne sont pas du tout évidents. Certains auteurs, pour ne prendre que la question des auteurs ici, certains auteurs sont devenus classiques dans leur pays d'origine, d'autres le sont devenus, mais après une certaine période d'éclipse. Certains ont été connus plus ailleurs que là d'où ils venaient. Donc, il y a toutes sortes de configurations possibles, et on verra tout à l'heure que les interventions, notamment étatiques, peuvent changer la donne à cet égard-là. Donc, la catégorie du classique me semble devoir être élargie, pas pour y intégrer toutes sortes de phénomènes de classicisation d'œuvres littéraires en rapport avec des communautés, mais aussi de différents genres ou de différents domaines. Donc, on a des classiques du roman policier, on a des classiques du roman lesbien, on a des classiques du roman par message texte. Potentiellement, on a des classiques de tout, simplement parce que le classique est le produit d'un phénomène de légitimation collective.
tout l'enjeu est de savoir comment se produisent ces phénomènes. Jusqu'où est-on classique? Ça dépend. Comment le devient-on? On le devient essentiellement par sélection et par élection. Ce sont des sélections progressives faites par un certain nombre d'instances. Le cas le plus récent en France et le plus discuté et probablement le plus intéressant, je pourrais faire toute mon intervention à partir de ça, c'est le cas d'Annie Ernaux et les discussions actuelles qui ont lieu en France, savoir si, pour essayer de déterminer, si tant est que ça puisse être déterminé, alors ça ne peut pas l'être, si le choix du prix Nobel correspond à un choix qui aurait été fait en interne, est-ce qu'elle accède au statut de classique national parce qu'elle a été reconnue au niveau mondial par une instance particulière. Donc ce sont des discussions intéressantes. Il y a toutes sortes de médiations, de médiateurs qui peuvent intervenir, depuis les critiques littéraires jusqu'à Oprah Winfrey. Il y a mille et un processus. Je n'ai pas le temps de travailler là-dessus aujourd'hui, mais il y a toutes sortes de choses à dire. Simplement savoir que ça passe par plein de processus d'édition, de médiation, d'exposition. Voilà. Il y a de multiples éléments, de multiples opérateurs institutionnels qui entrent en ligne de compte. Mais ça n'est pas que ça, à mon sens. Pour qu'une œuvre, un phénomène ou quelque chose devienne classique, il y a en outre, ou également, une sorte de passage dans ce qu'on pourrait appeler un imaginaire collectif, ce que je préfère appeler l'imaginaire social. D'autres, quelqu'un comme Pierre Bayard, William Marx aussi, ont travaillé sur des choses, pas dans la même perspective du tout, mais ont touché un peu à des choses similaires quand ils parlent des bibliothèques intérieures ou des bibliothèques personnelles. Donc, c'est des livres qui ne sont pas seulement des livres exposés, mais l'ensemble d'une perception que l'on a individuellement et aussi collectivement. Donc, l'idée, c'est que le canon des classiques n'est jamais qu'un artefact construit collectivement et sur lequel on s'accorde et dont on discute également. Comment est-ce que ces œuvres ou ces phénomènes ou ces personnages peuvent entrer dans l'imaginaire? Ça se fait par toutes sortes de biais, dont les phénomènes médiatiques dont je parlais il y a un instant. Ça se fait aussi, et peut-être surtout, par toutes sortes de phénomènes d'adaptation. Les œuvres littéraires, on le sait, sont adaptées de différentes manières. Et si vous pensez à l'Iliade ou à l'Odyssée, qui sont des œuvres que très peu de gens lisent in extenso, ce sont des œuvres qui pourtant sont, un certain nombre d'épisodes de ces œuvres, en réalité, ont intimement intégré un imaginaire collectif. On sait tous à peu près ce que c'est le cheval de Troie, même si on ne sait pas, d'ailleurs, c'est même pas dans l'Iliade, c'est dans l'Odyssée. Donc, il y a une espèce de passage. La meilleure comparaison que j'ai, c'est celle des standards de jazz. Ce sont des espèces de petits segments qui viennent être repris encore et encore et à s'intégrer jusqu'à faire partie d'une sorte de patrimoine collectif. On y vient à ce terme. Donc, il y a bien du patrimoine. Je n'interviendrai pas beaucoup sur la question spécifique du patrimoine, qui est une perception de ce problème. C'est essentiellement ce qui le patrimoine a protégé. Mais donc, il y a à la fois une dimension patrimoniale de la protection de quelque chose, et il y a à la fois de l'ordre de quelque chose qui est rejoué, un reenactment anglais, quelque chose d'enjeux qui sont remis sur le métier, parce qu'une œuvre littéraire n'est jamais une fois pour toutes un classique. Il y a des phénomènes de classicisation, il y a des phénomènes de déclassicisation. Donc, il y a bien du changement à l'intérieur de ce corpus. Le canon n'est pas une fois pour toutes établi. Précisément, en fait, il n'est canon que parce qu'il est l'objet de contestation et de discussion sur sa composition. Le canon, à la fois, doit rester stable et à la fois doit continuellement évoluer, se transformer, s'élargir afin de rester pertinent. Donc, à la fois résistance et à la fois transformation, tout ça faisant partie du même truc. Donc,
entrer dans l'imaginaire social. Et puis, dernier point de ma première partie, et peut-être celui sur lequel j'insisterai le plus, qui est que les classiques sont à la fois l'objet d'un certain nombre d'enjeux de constitution, mais ils servent à quelque chose. Hein, c'est pour ça que je parle ici des usages, et notamment des usages politiques des classiques, parce qu'il y a bien des usages. Ils sont pourvus d'un certain nombre de fonctions sociales. Il y en a peut-être d'autres, j'en ai aperçu 3, donc que j'expose rapidement. Il me semble qu'il y a 3 fonctions sociales principales. La première, c'est que ces œuvres servent de repère dans un univers d'incertitude. L'univers des œuvres, en l'occurrence littéraires, mais c'est vrai d'autres domaines artistiques, sont soumis à une incertitude radicale. Personne ne peut savoir quelle est la qualité de l'œuvre et personne ne peut prévoir quelle va être sa réception immédiate ou future. Hein. Il y a donc toujours, de la part des éditeurs ou de qui que ce soit qui met un livre ou une œuvre littéraire, peu importe, sur le marché, un pari sur quelque chose qu'on ne sait pas. On a un certain nombre de formules que l'on adapte, qu'on contente des choses. Bref, on est dans l'incertitude. Or, les œuvres qui sont devenues classiques sont des œuvres qui ont quelque part quitté cette incertitude. Pas entièrement, parce qu'il y a bien des phénomènes de déclassicisation qui se produisent. Il y a des œuvres qui ont été classiques qui ne le sont plus, hein, et qui sont devenues has-been. On voit un peu moins ça dans les œuvres littéraires, on voit clairement ça dans le domaine des beaux-arts. Dans les œuvres picturales, il y a des peintres qui étaient importants dans les années 50-60. Voilà. Il y a bien une cote, il y a bien un marché et une bourse de la valeur symbolique des classiques. Donc, ce ne sont pas des repères absolus, mais ce sont des repères que l'on utilise de différentes façons. Je reviendrai à ça tout à l'heure, mais on peut s'y référer. Soit pour dire que finalement on n'a plus jamais rien fait de bon depuis et qu'on est dans une lente déchéance, ce qui est le discours majoritaire, soit pour dire qu'avec les classiques on s'élève, on peut s'élever avec eux et les transformer, etc. Bon. Donc il y a l'idée de repère face à l'incertitude, première fonction. Deuxième fonction, ils ont bien une fonction sociale dans le sens où les discussions sur le canon ou sur le corpus des classiques, peu importe, c'est vraiment la même question, la discussion là-dessus est aussi une discussion sur ce que sont les versions dominantes de la tradition, du patrimoine, du capital national, enfin, quelle que soit la façon dont on veut le percevoir. Il y a une construction collective, et donc interroger cela, c'est aussi interroger des équilibres ou des déséquilibres sociaux. Hein, notamment, ou presque tout particulièrement, le rôle de l'école. L'école, ou les différents niveaux scolaires, avec l'usage des classiques plus ou moins fort selon les périodes de la vie scolaire de l'enfant. On voit surtout que c'est... je ne connais pas très bien ça pour la France, mais je le connais bien pour le Québec, où j'ai lu plus de travaux là-dessus. On voit bien que c'est essentiellement au niveau du secondaire, donc des enfants de 12 à 16, 17 ans, que le corpus des classiques, c'est là qu'on essaie de leur inculquer, un peu moins plus tôt et un peu moins plus tard, parce que plus tard, on espère que ça a déjà été constitué, ce qui n'est pas vrai du tout, mais on l'espère. Donc, or, quand on interroge que fait l'école en imposant un corpus de classiques, elle impose aussi l'idée même que des classiques, il doit y avoir, qu'il y a des œuvres phares derrière lesquelles on doit se placer. Autrement dit, en naturalisant la liste des classiques, on naturalise également le phénomène. On dit que ce phénomène doit se produire. Et je terminerai tout à l'heure mon propos par là en se demandant, est-ce qu'il doit vraiment se produire? Parce que ce n'est pas forcément aussi évident. Donc, il y a une fonction de stabilisation sociale ou de déstabilisation sociale, si on veut retourner ou transformer ce corpus, j'y reviendrai. Troisième et dernière fonction qu'on ne peut pas tout à fait écarter, en fait, je pense qu'elle est fondamentale, il y a une dimension d'ostentation sociale, développement d'un capital culturel, connaître ses classiques, pour reprendre l'expression courante, connaître ses classiques, c'est aussi montrer à celles et ceux à qui on montre qu'on les connaît, qu'on maîtrise ce corpus. Je renverrai à 2 images qui vous feront peut-être un effet. C'est celui du mur de Pléiade, qu'on voit dans les librairies, mais qu'on voit aussi chez certaines personnes. Le mur de Pléiade est un élément d'extrême ostentation, contrairement à ce qu'on pourrait, les bouquins pourraient être mis à n'importe quel endroit, mais le fait de les rassembler à cet effet-là.
Il y a un autre cas plus amusant, avec un peu en décalage. Je ne sais plus dans quel film, il y a Patrick Devers qui montre son mur de livres de poche. Et en montrant que, parce que les livres de poche, on est là dans les années 60-70, ce qui veut dire que dans ces années, les livres de poche, ça publie d'abord et avant tout des classiques. C'est par là qu'ils ont commencé. Et donc, il montre aussi qu'il les connaît tous, qu'il peut même donner les numéros, etc. Donc, la scène est marrante, mais elle montre que voilà, il y a une gestion d'un capital culturel. Il y a beaucoup de travaux à l'heure actuelle, je pourrais revenir là-dessus dans la discussion si ça intéresse quelqu'un, sur qui porte à reconsidérer, à réinterroger ces formes d'homologie entre la domination sociale et la consommation culturelle. Autrement dit, le modèle bourdieusien, la distinction, qui s'est imposé à partir de 1979, la publication du bouquin, et qui a vraiment marqué énormément les études sociologiques sur la culture, et notamment sur les classiques littéraires, tente à être un peu reconsidéré aujourd'hui. On parle de plus en plus de capital multiculturel, on parle de capitaux culturels qui ne se limitent pas à la maîtrise de ce qui semble être l'élite de la culture, mais qui cumule cela avec, par exemple, la maîtrise de langue étrangère, les voyages, une certaine variété. Donc, il y a des manières de repenser ce problème-là. N'empêche, la fonction d'ostentation sociale se maintient. Ok, ça c'était mon premier point, ou plutôt l'introduction générale sur la façon dont je peux percevoir ce phénomène. J'en arrive maintenant à la deuxième. Je regarde juste pour voir s'il n'y a pas de. Si tout va bien là, ça a l'air. Ah. Quelqu'un suit les discussions? Ok, parfait. Okay. J'en arrive donc à mon deuxième point, ce que j'ai appelé les usages, enfin c'est le titre général de mon propos, mais donc les usages étatiques des classiques. J'en donnerai trois, un que je connais un peu mieux et les deux autres à partir de travaux dont je pourrais donner la référence plus tard si ça intéresse le public. Donc d'abord la France au 19e siècle sous la Troisième République, enfin 19e, début du 20e sous la Troisième République, l'Italie fasciste et la Russie soviétique. Parce qu'en fait, il me semble qu'il y a de profondes convergences dans la façon dont ces régimes, différents entre eux, évidemment, ont traité et fait usage de cette catégorie et ont mis en œuvre un certain nombre de médiations pour la rendre valable. Première chose donc, enfin, premier exemple, la France de la Troisième République, j'imagine que vous connaissez ça tout aussi bien que moi. La Troisième République, les débuts de la Troisième République, est un type de gouvernement qui tente de se distancier de la Révolution française, de refonder une république sur des valeurs différentes. Et donc, il y a une question complexe avec beaucoup de couches, donc je vais très vite, hein, mais la tendance dominante pendant les 30 ou 40 premières années de la Troisième République, des années 1870 jusqu'à la fin du siècle, c'est essentiellement de développer un corpus qui viendrait incarner les valeurs de la République, de se constituer, il faut oublier qu'on est dans une période de guerre ou de tension, en particulier avec l'Allemagne, donc de se constituer une histoire littéraire nationale. Vous connaissez tout ça aussi bien que moi, et bon, c'est l'époque de Lançon, etc. C'est aussi l'époque où on se trouve de grands précurseurs et on construit un récit national à travers les œuvres littéraires, en particulier la chanson de Roland, hein, je renvoie là aux travaux d'Anne-Marie Thiès sur toute la question de l'écrivain national. Tout ça se trouve dans son bouquin. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis. Si ce n'est que l'enjeu est majeur et est constamment discuté pendant ces 30-40 années-là, notamment dans la composition des programmes des différentes agrégations. Quels auteurs mettre au programme, quelles œuvres mettre au programme. Et on voit que selon les niveaux, les caractéristiques scolaires, il y a des œuvres qui peuvent être plus ou moins différentes. Donc, est-ce que ce sont les œuvres de l'Antiquité gréco-romaine qu'il faudrait étudier? Est-ce que ce sont les œuvres du siècle dit classique? Je n'ai pas encore prononcé cette expression, de siècle classique, mais qui est évidemment importante en France. Donc, autrement dit, le XVIIe siècle écrase-t-il tout? Voir les travaux de Stéphane Zekian là-dessus, et dans quelle mesure les auteurs dits actuels devraient entrer petit à petit dans ce corpus. L'auteur par excellence, ou les deux auteurs par excellence qui vont faire le processus et qui vont ouvrir les portes, c'est Hugo et Lamartine.
C'est à partir du moment où, à la fin du 19e siècle, les auteurs dits du début du 19e, Lamartine Hugo meurt en 85, vont petit à petit entrer et concurrencer. Donc on a un corpus qui s'ouvre, mais qui s'ouvre dans une perspective très, 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 très nationale et nationaliste. Il ne s'ouvre pas internationalement, c'est vraiment la littérature française constituée de classiques français qui vient à la fois émaner de la communauté nationale et représenter la communauté nationale. Donc encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, le truc va toujours dans les deux sens. C'est à la fois construit et constitutif. Deuxième exemple, l'Italie fasciste. Alors, je connais ça beaucoup moins bien, mais pour avoir lu l'un ou l'autre article là-dessus, voilà ce que j'ai pu en tirer. C'est-à-dire qu'il y a, dès avant la prise de pouvoir par Mussolini, qui se fait en plusieurs fois, enfin bon, c'est complexe, l'Italie fasciste, il y a dès avant ce moment-là une intense réflexion et recherche de ce qu'on appelle le paradigme de l'italianité. C'est assez proche de ce qui se passe en France au même moment. Alors, ajouter à ça, bien sûr, qu'il y a une construction nationale plus tardive en Italie. Donc, dès avant ça, il y a une volonté de constituer un corpus qui soit véritablement, fondamentalement italien. S'ajoute à ça, à partir de la prise de pouvoir par Mussolini et la mise en place du fascisme en Italie, un aspect totalitaire. Le totalitaire est en fait un terme qui a été inventé à ce moment-là, précisément pour dire cela, c'est-à-dire que le fascisme doit s'introduire dans toutes les sphères de l'existence. Ce qui veut dire que ça n'est pas seulement un questionnement politique, ça intègre aussi le rapport à la culture, le rapport aux œuvres. Et de fait, l'Italie fasciste a énormément mis de l'avant un certain nombre d'auteurs considérés comme des précurseurs, des anticipateurs. Bon, c'est Dante, c'est Machiavel, mais c'est aussi des auteurs plus récents comme D'Annunzio. Donc il y a eu un travail extrêmement constant et actif de la part du gouvernement de Mussolini et de ses différentes représentations locales pour commémorer des auteurs et des œuvres considérées comme classiques. Et donc, il y a une surenchère de commémoration pour toutes sortes de trucs, d'ailleurs, pas seulement la littérature, hein, c'est un cas parmi d'autres, mais voilà, il y a eu véritablement une volonté d'associer la rénovation politique à la rénovation culturelle, à la rénovation politique. Troisième exemple, et dernier, et vous allez voir que ce n'est pas très différent, même si le gouvernement lui-même est très différent, c'est la Russie soviétique. Là aussi, il y a un corpus de classiques et une volonté de construire ce qu'on appelle un âge d'or, c'est l'expression des spécialistes de ce cas-là, donc c'est pour moi que je ne fais que la reprendre, dès le 19e siècle. Hein. Donc à partir de Pouchkine, et puis il y a d'autres auteurs qui viennent s'y ajouter, Gogol, Tourgueniev, Dostoïevski, Tolstoï, l'un ou l'autre, se construit une espèce d'âge d'or tel que le perçoivent les auteurs de la fin du 19e siècle. Donc là aussi, à peu près dans les mêmes années, on a la volonté affichée de se donner, le terme russe est classica, avec avec deux K, enfin un K au début, un K à la fin, et on voyait que là, la chose est reprise. Avec une période mise de l'avant et un auteur qui est Pouchkine comme classique des classiques. Or, ce qui est intéressant, c'est que les bolcheviks, enfin la révolution russe et puis ensuite la révolution bolchevique, n'a pas fondamentalement transformé ce rapport aux auteurs russes du 19e siècle, qui ont été assez rapidement intégrés comme là aussi des précurseurs, c'est le même phénomène. On va se chercher dans la culture nationale des précurseurs qui viennent justifier notre arrivée ou le renouveau de la littérature. Il y a bien eu dans les mouvements d'avant-garde, c'est vrai de Mayakovsky, c'est vrai en France de quelqu'un comme Antonin Artaud, il y a bien eu des déclarations visant à éliminer les chefs-d'œuvre, à considérer que les classiques sont toujours un poids sur nos épaules et qu'il faudrait faire table rase. En réalité, cette position a été extraordinairement minoritaire, de ce que je peux comprendre, dans le cas de la Russie soviétique. En particulier parce que les hommes forts du régime, en particulier Lénine et Trotsky, s'y sont opposés farouchement, Lénine en particulier, depuis même avant la Révolution.
plusieurs textes là-dessus, dont un qui s'intitule Quel héritage refusons-nous? Quand même un très beau titre, Quel héritage refusons-nous? Et Lénine a constamment pris position contre notamment les destructions d'œuvres, en considérant qu'il fallait protéger un patrimoine et le transmettre. Et cela n'a fait que se renforcer ensuite, et la période stalinienne a été une période d'hyper-institutionnalisation de cette catégorie de classiques, créant véritablement des classiques soviétiques, et là encore, notamment par l'entremise de deux médiations principales, celle des prix, et Staline crée un prix Staline en 1939, ça c'est quand même très très chic de créer un prix à son propre nom, donc par les prix et par l'édition. Et on sait que dans l'éducation par la lecture était un élément fondamental de l'éducation en Union soviétique, et donc il y a eu énormément d'accent là-dessus. C'est pas fini pour autant, il y a eu des retours récents, relativement récents dans ce domaine-là. En 2012, par exemple, Vladimir Poutine, que j'ai appelé Vladimir dans mon texte, ce qui est un peu trop aimable à son sujet, Poutine a annoncé qu'une liste de 100 œuvres russes majeures sera établie et sera transmise à la jeunesse. Donc il y a un maintien de genre à la fois de sélection et d'élection à destination d'un public considéré comme captif. Voilà, alors qu'est-ce qu'on retrouve de commun entre ces trois exemples? C'est des lectures de l'histoire qui sont similaires, me semble-t-il, à la fois ethnocentriques. Je veux dire, on célèbre les auteurs d'ici, et il s'agit de construire, à cette époque-là en particulier, une histoire nationale relativement fermée sur elle-même, donc ethnocentrique. Il y a une dimension, disons, anthologique. Il s'agit chaque fois de retrouver une espèce de jalon que sont les grandes œuvres et les grands auteurs sur lesquels nous pouvons nous baser, et une dimension complètement hagiographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique de la dimension du processus de classicisation, etc. Non, au contraire, il y a un culte des grands hommes et des grandes œuvres. Voilà. Donc, ce genre de choses-là, c'est évidemment pas fait de façon aussi nette partout et tout le temps. Au contraire, toutes sortes de configurations. Mais il reste, et à mon sens, partout où j'ai pu regarder, on a retrouvé à peu près la même chose, il reste que ces classiques ou ces ensembles constituent des enjeux de pouvoir, où il y a des enjeux de pouvoir qui y sont liés. Donc, je vais terminer mon propos en évoquant différents types de discours porteurs d'idéologie, mais je dis ça sans critique marxiste, c'est pas d'ensemble d'idées, autour de cette question-là, donc de la relation au classique. Essentiellement, quand on regarde un peu, il y a deux types de discours qui se dégagent, c'est-à-dire qu'il y a un discours de détestation, ça c'est si on la pose la question à 99,99% des élèves et des anciens élèves. Autrement dit, la relation ultra majoritaire, et toutes les études le montrent, là pour le coup j'en connais quelques-unes, montrent que les œuvres qui sont les plus reconnues par les littéraires sont de loin les œuvres qui sont les plus détestées par leurs élèves. Madame Bovary est au top du top. Donc, voilà, c'est un discours essentiellement de détestation, et vient concurrencer ce discours de détestation un discours d'adoration, soit complètement explicite, je vais en donner quelques exemples dans un instant, soit plus implicite, c'est-à-dire de maintien de ces hiérarchies, notamment par celles et ceux qu'on pourrait appeler les lettrés, c'est l'expression de William Marx, je la reprends, c'est-à-dire celles et ceux qui vivent de la transmission, notamment de la transmission des œuvres littéraires classiques. Vous et moi, enfin moi c'est sûr. Et donc, ces personnes-là, les lettrés, sont à la fois dépendants de cette catégorie des classiques, et ils viennent la renforcer. Alors, il me semble qu'il y a eu trois perspectives qui se sont dégagées.
Et ce serait intéressant, je pense, je ne l'ai pas fait, mais ce serait intéressant de croiser ça avec les 4 types de rapports à l'histoire que Mathilde Labbé détaille dans son article: sacralisation du patrimoine littéraire, dépassement du patrimoine par l'innovation, sacralisation de la bibliothèque intérieure, et désacralisation et objectivation de l'histoire littéraire. Ces 4 catégories, ces 4 types de rapports se retrouvent dans ce que je vais dire. Toutes les discussions qui ont lieu pour l'instant dans le domaine francophone, notamment en France, il y a quelque chose d'assez amusant là-dedans, me semble-t-il, dans la mesure où ça rejoue en bonne partie un truc qui s'est passé aux États-Unis dans les années 90-2000, ce qu'on a appelé les Canon Wars. Évidemment, c'est un jeu de mots sur Star Wars. Donc les Canon Wars, qui ont été lancés, si on peut dire, par un bouquin d'un prof de l'Université de Chicago, qui s'intitulait The Closing of the American Mind, qui avait un gros succès et qui était une sorte de déclaration conservatrice, d'un pamphlet contre ce qui lui semble être l'éducation sur les campus américains qui va à volo depuis les années 60. Donc c'est une sorte de brûlot conservateur, mais qui a fait énormément parler de lui à l'époque aux États-Unis, à tel point qu'il y a eu toutes sortes de continuations et de réponses. Et donc, c'est ça qui a déclenché ce qu'on a appelé les Canon Wars entre les plus conservateurs et celles et ceux qui proposaient une remise en question du corpus dans le sens d'une ouverture à des communautés qui sont très peu ou pas du tout représentées. Et donc, vous connaissez ça comme moi, il y a eu de nombreuses interventions afin que l'on puisse mettre sur le même pied les auteurs les plus reconnus et des auteurs qui seraient moins WASP, moins masculins, autres que strictement anglais, français, espagnol ou allemand, issus des communautés culturelles, issus des communautés autochtones, enfin, issus de n'importe quoi d'autre que les communautés d'hommes blancs hétérosexuels. Je disais ouverture, là encore il y a plein de choses à dire, mais c'est une ouverture qui va dans 2 directions possibles. Et d'ailleurs, les deux ont parfois été conjuguées. Ça peut être une ouverture dans le sens d'ajouter des œuvres au corpus, au canon existant. Donc, il y a des programmes qui existent déjà et on viendrait ajouter des œuvres pour, d'une certaine manière, rééquilibrer. Et il y a une autre possibilité qui est de développer de nouvelles listes, notamment des nouveaux programmes avec leur propre canon. C'est ce qui a pu se passer dans le développement des Black Studies ou des études autochtones. On développe des corpus spécifiques. Ces débats-là posent toutes sortes de questions majeures et importantes, dont je n'en relève qu'une, mais qui me semble majeure, principale, qui est celle de la représentativité. Dans quelle mesure les œuvres qui viendraient de certaine manière rééquilibrer le corpus, dans quelle mesure ces œuvres sont représentatives des communautés dont elles sont quelque part les porte-paroles. Comment fonctionne cette relation entre être issu d'une certaine communauté moins représentée et une œuvre ou un auteur ou une autrice qui en serait issu? Ça pose des questions assez délicates. Donc, j'en étais à cette question de la représentation, ou la représentativité, pour dire que il y a finalement, très classiquement, plusieurs perspectives ou plusieurs opérations idéologiques qui se présentent, et revenons en France. Ah oui, c'est là que je voulais vous montrer quelque chose, si j'ai encore une minute. Je vais faire ça tout en causant. Pour dire que, voilà, il y a simplement, certainement, des version dominante, essentiellement une version plus conservatrice et une version plus progressiste. Et après ça, je me demanderai s'il y a une troisième voie possible. Dans la version la plus conservatrice, le personnage qui a été peut-être le plus représentatif de ça en France, c'est Marc Fumaroli, qui avait longuement parlé, notamment lors d'une conférence qu'on peut retrouver sur YouTube, sur que sont les classiques, à quoi ils nous servent, et lui le considérait dans une perspective vraiment très, très conservatrice, d'une sorte d'ensemble d'une aristocratie que l'on rejoint et qui vient nous accueillir. Il y avait cette dimension dans son propos. On retrouve quelque chose de tout à fait similaire dans
le bouquin dont je vais vous montrer la couverture, dirigé par un monsieur qui s'appelle Sébastien Le Foll. Sébastien Le Foll, c'est, j'ai vérifié, le directeur de la rédaction du Point. Et il a écrit ou dirigé un bouquin, oui, je suis en train de faire n'importe quoi ici, mais ça va aller, intitulé La fabrique des chefs-d'œuvre. Oh. Ah ouais, peut-être. Attends, parce que vu ce qui est sorti en premier, je ne suis pas sûr pour les images. Voilà, c'est bien, parfait ça. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à partager l'écran pour que vous puissiez voir ça rapidement. Partage d'écran. Fenêtre. Merci David. Super. Voilà, je vous présente ceci très très rapidement. Et c'est comme un exemple extrêmement classique, enfin, pour le coup, de ce type d'usage. Voilà, comment naissent les classiques, en quatrième de couverture intitulé Le roman des classiques. Alors c'est un collectif où vous retrouvez un certain nombre d'intellectuels conservateurs, et Mathieu Bocoté, plein de monde là-dedans qui a participé à ça, et qui vise à élire, donc chaque fois avec un petit texte d'une espèce de genèse de l'œuvre, toutes des œuvres françaises ou demeurant, et pratiquement que des hommes. Il y a une seule femme qui est Marguerite Yourcenar, avec une sélection qui dit bien ce qu'elle est. Et je vous cite la préface pour dire à quel point on est là encore dans une espèce de discours d'adoration qui est un discours de conservation. Donc le monsieur Le Foll dit ceci, en disant que ces écrivains devinrent mes amis, les grands frères de l'enfant timide et solitaire que j'étais. Ces œuvres sont devenues de véritables sésames. Donc là encore, cette image des portes qui s'ouvrent ou du nain juché sur les épaules du géant, une image qu'on retrouve assez fréquemment. Donc, une version la plus conservatrice, enfin, une des versions conservatrices à cet égard. Il y a des versions, au contraire, beaucoup plus progressiste, si l'on peut dire, j'arrête le partage, qui vise à l'ouverture du corpus du canon, et je vous renvoie notamment à tout ce qui se publie pour l'instant dans le domaine de ce qu'on appelle le matrimoine. Et donc la transformation de cette catégorie du patrimoine considérée comme extrêmement paternaliste et transmettant elle-même avec sa catégorie une vision à combattre, et donc, et au contraire, l'ouverture vers ce qu'on appelle le matrimoine. Il y a deux collections aujourd'hui, enfin au moins une collection qui reprend directement ce terme et qui publie des œuvres de femmes. Dernière question, y a-t-il alors une version qui, au-delà de l'ouverture ou de la fermeture, essaierait de penser le problème autrement? Et je renvoie pour terminer au travail de quelqu'un qui s'appelle, je vais vous l'écrire dans la conversation, Griselda Pollock, ici, comme ça. C'est une féministe américaine que moi je ne connaissais pas, mais dont un des textes m'a beaucoup intéressé, porte directement là-dessus. Et le texte d'ailleurs, si je n'ai pas la référence sous les yeux, mais a été traduit en français par ma collègue Séverine Sochio. Et dans ce texte-là, Pollock se demande en particulier, est-ce qu'il y a une version qui serait justement, qui viendrait non pas seulement transformer la liste des classiques, mais qui viendrait repenser le phénomène lui-même. Son idée, c'est que l'élection de grandes œuvres et de grands hommes, même si ça devenait un peu plus de grandes femmes, c'est une version extraordinairement narcissique et masculine de l'histoire. Et donc la question qu'elle pose, et qui me semble tout à fait intéressante, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une autre relation à l'art possible qui ne passerait pas, ou pas seulement, par la reconduction d'une espèce d'histoire héroïque qui est masculine en tant que telle. Elle écrit ceci, je la lis, je crois que c'est la traduction. Le champ culturel pourrait être réimaginé comme un espace multipositionnel où le fait d'établir une différence serait fondé sur un accord constructif, opposé à la logique phallique qui ne nous offre comme perspective que la sécurité dans la similitude ou le danger dans la différence. La sécurité dans la similitude ou le danger dans la différence. Et que l'assimilation ou l'exclusion par rapport à la norme canonisée. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose là de très intéressant. Toujours est-il que le débat n'est pas clos, et le débat sur les classiques est peut-être la forme la plus efficace, finalement,
consistant à maintenir le processus de constitution des classiques, quelle que soit sa déstabilisation actuelle. Il est toujours en cours. Voilà. Merci à vous. J'ai un petit peu dépassé, mais d'un autre côté, il y a plein de problèmes techniques. Donc, je commence par adresser mes salutations à tout le monde et par remercier M. Anthony Glinoët de l'Université de Sherbrooke, si j'ai bien noté les données qui ont précédé donc l'organisation de ce séminaire-là. Vous êtes intervenu sur les usages politiques des classiques littéraires. Je suis venu avec, je crois, environ quelques 5 minutes de retard, donc vous étiez en plein propos quand je me suis connecté. J'ai suivi avec intérêt ce que vous avez présenté, notamment concernant, au début, en tout cas en première partie, vous avez insisté un peu, entre autres, sur les acceptions du classique. Vous l'avez dit, mais je compte revenir là-dessus. Vous avez dit que c'est difficile de définir la notion de classique. J'ai vu effectivement toutes les difficultés auxquelles vous avez été exposés, parce que dans votre tentative de définir le classique, on est retombé chaque fois sur le terme. Hein. Par exemple, vous avez dit que le classique, c'est ce qui peut l'être, c'est-à-dire ce qui peut être classique. Vous avez dit aussi que le classique, c'est ce qui le devient au bout d'un certain processus. Bon, tout ça, ça intègre toujours le terme lui-même, si bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge quand on essaie de comprendre. Ce qui m'a notamment intéressé, c'est que bon, quand vous avez fait ce tour d'horizon-là, vous avez laissé échapper quand même un élément qui me semble-t-il peut être tenu pour une définition, même si elle n'est pas exhaustive du tout et qu'elle ne tait pas tous les débats que peut susciter cette notion-là. Vous avez dit que le classique est le produit de phénomènes de légitimation collective. Je pense que c'est là qu'on peut trouver un point d'ancrage pour écouter votre propos avec intérêt, parce que justement, on ne peut pas parler de classique en évacuant la notion de légitimation collective à laquelle vous avez fini par faire allusion. Du coup, j'ai suivi aussi avec intérêt les fonctions sociales des classiques. Maintenant, ma question est relative à la deuxième partie de votre propos. Là, vous avez essayé de voir un peu les usages étatiques des classiques. J'ai voulu voir un peu si vous avez, en faisant ce travail-là, vous avez parlé de la France, de l'Italie, un peu tout cela, et je me suis demandé si cet examen, cette analyse des usages étatiques des classiques et n'a pas quelque chose à gagner aussi en arrière-plan, même si vous ne l'avez peut-être pas déclaré clairement. Il ne s'est pas agi de voir quelle est la nature des relations entre ce que Bourdieu appelle le champ du pouvoir et le champ littéraire. Parce qu'en fait, il se trouve que quand on essaie de... Pour ce que moi j'ai suivi de votre propos, vous avez essayé de voir un peu comment est-ce que le pouvoir, l'État, le pouvoir politique, le champ donc du pouvoir politique, exerce ce contrôle-là permanent sur le champ littéraire en vue, non pas seulement de maîtriser, mais en vue d'en tirer un bénéfice pour sa propre stabilité, sa propre stabilité, son propre rayonnement. Donc, au fond, donc, les usages étatiques des classiques mettent en lumière tout le rapport qui existe constamment entre le champ du pouvoir et le champ littéraire. Le champ littéraire qui veut gagner en autonomie, mais une autonomie qui est constamment menacée par le champ du pouvoir qui veut contrôler tout cela. Donc, j'aimerais savoir si vous avez tenu compte, en tout cas, si vous avez fait un clin d'œil, ne serait-ce qu'en arrière-plan, à cette théorie-là de la relation entre le champ du pouvoir et le champ politique et le champ de la création littéraire chez Bourdieu. Voilà un peu ce que j'ai voulu poser comme question. Je vous remercie infiniment. Romain, nous ne vous entendons plus. Oh là là. Nous avons perdu la fin de votre intervention. D'accord, donc j'essaie de répondre, il se passe quoi? Là, on a remis mon micro. J'ai remis le micro, oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ok, oui, moi je vous entends bien. On a plein de problèmes techniques, monsieur Romain. J'ai perdu la fin de votre question. On a tous perdu la fin de votre question, j'en suis désolé. Et je vais essayer de répondre à la première partie. Et peut-être qu'on pourra continuer à discuter par la suite. Simplement pour dire, oui, vous avez parfaitement raison sur la dimension. C'est ce que j'appelle un bouillon de culture sémantique, ce terme-là. Et donc, on le met dedans et effectivement, il y a toujours quelque chose qui en sort.
et vous avez bien fait d'évoquer cette difficulté qui est qu'on a tendance à utiliser le terme pour s'interroger sur le terme lui-même. Et donc, le serpent se mord la queue, c'est des phénomènes que j'ai pu voir ailleurs. Ce qu'on voit dans le même phénomène se produit dans le mot édition ou éditeur. C'est exactement le même truc qui se produit et qui complique terriblement les considérations. Par ailleurs, ce que je n'ai développé que quand je parlais de ces usages politiques, que 3 cas très particuliers qui sont des cas de gouvernement extrêmement intrusif, je dirais, dans le domaine culturel, ce qui produit des effets d'hétéronomisation des champs littéraires. Partiel, relatif, complexe, le cas de la Russie soviétique, que je connais un peu, est tout à fait compliqué parce qu'il n'y a pas de dimension stricte de prise de contrôle stricte par le pouvoir politique, en tout cas pas au début, et que tout ça se fait notamment par l'intermédiaire d'associations d'auteurs et d'éditeurs. Donc il y a toutes sortes de médiations qui entrent en ligne de compte, et la seule réponse que je vous fais, parce que je ne veux pas insulter votre propos, parce que je n'ai pas entendu la fin, la seule réponse que je vous fais, c'est sur la variété des médiations qui agissent entre l'État, si l'État intervient, mais en général il le fait de façon plus ou moins autoritaire, entre l'État et les lecteurs et les lectrices. Il y a toutes sortes de médiations et de médiateurs qui interviennent, des associations, des formes de reconnaissance, des formes d'édition. Donc le contrôle étatique n'est jamais direct, même s'il tente de s'exercer de façon extrême.